Un avocat guadeloupéen, c'est forcément un homme engagé dans son histoire, donc un homme engagé tout court. Donc d'abord un guadeloupéen, ensuite un avocat, et puis comme vous dites très heureusement, un avocat guadeloupéen. Ça veut dire des choses extrêmement précises. Un avocat qui est là pour défendre les intérêts guadeloupéens, contre vents et marées. Et quoi qu'il m'en coûte. Je suis partant dès lors qu'il y a un engagement pour défendre la dignité des Guadeloupéens. Je suis partant dès lors qu'il y a engagement pour défendre un droit ou un principe essentiel. C'est ainsi qu'on m'a retrouvé dans un certain nombre de combats menés par un syndicat extrêmement combatif, qui est le GTG. On m'a retrouvé aux côtés de la CGTG. On m'a retrouvé dans un certain nombre de batailles judiciaires qui méritaient l'engagement des Guadeloupéens, et notamment des avocats guadeloupéens. L'affaire Vainqueur vient tout simplement en droite ligne de ces combats-là, lorsque l'ancienne majorité de la Chambre de métier est confrontée à l'arbitraire colonial, incarné par un gouverneur qui s'appelait Gustin. Ces Guadeloupéens se tournent vers moi et me demandent de venir les défendre, ce que je fais avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de responsabilité aussi. Pourquoi vous qualifiez M. Gustin de gouverneur? Parce que je connais l'histoire de mon pays. C'est-à-dire Et l'histoire de mon pays me fait penser que le comportement de Philippe Gustin est en tout point semblable, en tout point assimilable au comportement du gouverneur colonial. Alors, c'est vrai qu'il ne porte pas le casque colonial, c'est vrai qu'il n'a pas la chicotte à la main, mais il a tous les autres attributs, c'est-à-dire l'autoritarisme, l'arrogance, la morgue, le mépris des gens. Et certains Guadeloupéens, j'ai vu, mais je n'ai pas d'estime pour ces gens-là, vous le devinez, s'accommodaient de l'amitié de ce monsieur. Je suis de ceux qui pensaient au contraire qu'il fallait le combattre. Et je regrette que nous n'ayons pas été très nombreux sur ce front-là. Ce qui a permis à l'autoritarisme gustinien de prospérer et de faire des élus. Il y a des maires de ce département qui lui doivent leur élection. Il y a des présidents de chambres consulaires, il y a des gens à tous les postes, il y a des gens qui lui doivent leur décoration. Et donc il a créé une cour. Vous vous souvenez de la scène du petit banc? Ça vous dit quelque chose? Lorsque un certain nombre de Guadeloupéens à plat ventre sont venus présenter au proconsul un cadeau, et c'est un petit banc. Bah écoutez, j'ai trouvé que c'était extrêmement désobligeant. Une réception. Voilà, ça. Ils auraient pu lui offrir un trône. Ils l'ont offert un petit banc, ce qui était tout à fait à la mesure de l'envergure de ces gens-là. Un petit banc, c'est ce qui leur convient. Gustin s'est comporté comme on se comportait à l'époque coloniale, comme à l'époque des élections municipales au Moule, élections qui ont donné lieu à un arrêt célèbre du Conseil d'État, qui porte le nom de l'arrêt Rosan-Girard, et qui a donné lieu à toute une théorie juridique, qui est la théorie de l'acte inexistant, où un préfet s'était permis d'éverser le résultat d'une élection. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait, mais en plus grossier, beaucoup plus grossier, parce qu'il a débarqué avec ses gendarmes, ses policiers. Je me souviens, j'étais sur place. Donc j'ai vu des secours d'élite, j'ai vu des choses comme ça. Ils sont débarqués. Et il a empêché à Simon Vainqueur d'être candidat pour empêcher son élection. C'était un abus d'autorité caractérisé. Il y avait des gendarmes, il y avait des policiers en tenue en civil qui interdisaient l'accès. Donc, dans la petite pièce de la salle qui accueillait l'élection, il était le roi. Et donc, en fait, ce monsieur a usurpé, je dis bien, j'emploie rarement un mot pour un autre, il a usurpé la qualité de président pour diriger en fait le scrutin. Et c'est à ce titre qu'il a refusé la candidature de Simon Vainqueur. Aucun texte ne l'autorisait à faire cela. C'est pourquoi, très rapidement, mon client, sur mes conseils, vous vous en doutez, a décidé de le citer directement devant le tribunal correctionnel pour abus d'autorité, pour acte attentatoire à une liberté individuelle, celle d'être candidat, et pour manœuvre frauduleuse visant à changer le résultat d'une élection. Qu'est-ce qu'il en est de ce recours? Alors là, c'est toute une histoire. On n'a jamais vu le système judiciaire se mobiliser de manière aussi scandaleuse pour empêcher que justice se fasse. D'abord, on a vu une présidente de tribunal correctionnel produire un faux jugement qui disait irrecevable la constitution de partie civile de M. Vainqueur. Ce jugement, nous l'avons, 1, attaqué en appel, 2, nous avons formé contre lui une inscription de faux. La Cour d'appel, par un arrêt du 9 septembre 2020, a annulé ce jugement. Et donc,
l'affaire était renvoyée au tribunal correctionnel. Le jour où l'affaire a été rappelée devant le tribunal correctionnel, c'est le 18 novembre, on a vu le ministère public s'allier au prévenu, c'est assez rare quand même, hein, mais il faut dire que le prévenu, c'est un gouverneur, et je vous laisse deviner tous les autres attributs que peut avoir ce gouverneur, je pense à ses yeux bleus notamment, et donc le ministère public a tout fait pour protéger la fuite, je dis bien la fuite judiciaire de M. Gustin, pour échapper à ses juges. Donc en fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Et il n'est pas jugé. Et l'affaire a été renvoyée au 22 janvier. Nouveau coup de théâtre au 22 janvier. Le 21 dans l'après-midi, la présidente m'appelle pour me dire que j'ai vu que vous avez cité des témoins. Vous savez, nous sommes tellement sûrs de nous que nous avons cité pas moins de 18 témoins. Eh bien, je pense qu'ils ont pris peur. Et la présidente m'a annoncé que l'affaire allait être renvoyée au 16 juin et qu'il n'y aurait même pas de tour de parole. C'est-à-dire que... Elle le faisait, c'est-à-dire que ça aussi c'est assez rare, de voir un tribunal renvoyer une affaire avant que l'affaire soit appelée. Voilà, donc vous voyez bien que le système judiciaire, procureur général, procureur de la République, etc., ils mettent tout en œuvre pour permettre à Philippe Gustin d'échapper à ses juges. Mais je peux vous dire que notre détermination, elle est totale, et que ce jugement, il se rendra bien à Basse-Terre ou à Paris ou ailleurs, mais nous serons là pour faire condamner Philippe Gustin pour ses exactions commises dans l'exercice de ses fonctions. L'idée, c'est qu'il faut faire payer à cet avocat nègre le prix de son audace. Et le prix de son audace, c'est aujourd'hui lui multiplier les procédures judiciaires. C'est-à-dire ? Ah ben écoutez, je suis poursuivi pour révélation de secrets d'instruction, c'est-à-dire en gros, j'aurais révélé des secrets d'une instruction à des trafiquants de drogue. Donc je suis complice de trafiquants de drogue. Donc en fait, on parle d'une affaire précédente qui vous a été confiée. Ah oui, une affaire qui date une affaire de 2016. 2016, que la justice a décidé... Et c'est une affaire qui était enterrée parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Et donc, le procureur, d'abord, il faut savoir que Madame le procureur général, qui est une maniaque du dépaysement et de la délocalisation, a donc saisi la cour d'appel de Fort-de-France et l'affaire est instruite à Fort-de-France. Donc, en 2016 à 2021, c'est rien passé, sauf qu'en 2021, on se réveille. Et là, on se dit, c'est pas possible, ce nègre qui hurle sans arrêt, on va le faire taire. Et c'est comme ça que je suis convoqué, le 23 février, devant le juge d'instruction, M. Étienne Le Sceau à Fort-de-France, auquel le procureur de la République demande, 1, de me convoquer pour première comparution, 2, de me mettre en examen, 3, de placer sous contrôle judiciaire, 4, de mon interdiction d'exercer. Hein? Alors, on a rarement vu le ministère public interférer de cette manière, puisque ce réquisitoire supplétif du procureur de la République n'en est pas un, il est tout simplement une note d'instruction donnée par le ministère public au juge d'instruction. Je vous laisse deviner qu'il appartient au juge d'instruction de manifester son indépendance et de donner la suite qu'il croit devoir donner à cette requête, à ces réquisitions du ministère public. Voilà, mais ce n'est pas mon problème, c'est son problème, et quoi qu'il fasse, ça ne changera rien. Alors je vais vous dire une chose très calmement, très simplement. Ils ont le pouvoir de me poursuivre. Ils ont le pouvoir de me juger. Ils ont sans doute le pouvoir de me condamner. Il y en a un qui n'auront jamais, celui de me faire peur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, du coup, si on résume, que d'un côté, on a une affaire Simon Vainqueur qui piétine, qui n'avance pas, et de l'autre côté, on a une affaire qui était enterrée, qui a été réouverte un peu par hasard. Est-ce que on peut y voir ici un lien quelconque, une pression quelconque? Est-ce que c'est votre sentiment ou est-ce que c'est une pure coïncidence du calendrier judiciaire? Mon ami Élie de Mota, une expression que j'aime beaucoup, il dit trop de coïncidences tue le hasard. Et donc effectivement, c'est peut-être un hasard qui fait que chaque fois qu'il y a eu un événement dans l'affaire Gustin, il y a une répercussion personnelle pour moi. Chaque fois. D'accord? Et donc si le 18 novembre, où nous mettons en difficulté le ministère public, eh bien le 20 novembre, le procureur de la République demande au juge de me convoquer et de me faire taire. Donc, mais j'ai oublié de vous dire que dans l'intervalle, je serai jugé par le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour diffamation envers M. Gustin, pardon. Et vous savez ce qu'on me reproche? D'avoir dit à M. Gustin qu'il était le gouverneur serein. Écoutez, je l'ai dit,
Si j'avais à le redire, je le redirais, avec encore plus de précision. Je n'enlèverai pas un mot de ce que j'ai dit, et j'assumerai ces mots que j'ai proférés en toute indépendance, et que j'ai proférés conformément à la conscience. Voilà, donc on attend la suite sereinement, et le prochain épisode, c'est le 23 février. Je répondrai à cette convocation si les conditions sanitaires sont inchangées, avec l'ensemble de mes conseils, et nous verrons bien. Vous avez quand même un soutien ou avec vous? Ah ben écoutez, est-ce que je vous donne l'impression d'être un homme isolé, apeuré, affolé? Non. Bon, ben écoutez, vous voyez qu'avec une grande sérénité, nous laissons venir les événements, et nous ferons face en toutes circonstances. Alors pour moi, sur mon état d'esprit, aucune répercussion. Hein, mon mental n'est pas entamé, ma détermination n'est pas entamée. Pour le reste, j'ai vu simplement le peu de confiance qui me restait dans le système judiciaire s'effondrer. Quand je découvre que pendant des années, j'étais objet d'écoutes téléphoniques clandestines, illégales, que ma voiture a été pucée, donc on suivait tous mes déplacements en temps réel, que mon téléphone était en permanence géolocalisé, que je découvre que mes conversations avec mes frères et sœurs sont retranscrites, des choses comme ça. Bon, alors, je découvre que, face à moi, le pouvoir a décidé de faire usage de tous les procédés de basse police auxquels je croyais qu'il avait renoncé. Mais les procédés de basse police ne peuvent servir qu'une basse justice. Et nous sommes tout à fait dans ce cadre-là aujourd'hui. On verra bien, on verra bien. Vous savez, si je vous disais ce que je sais du fond du dossier, ça vous ferait rigoler. Mais ce n'est pas drôle du tout parce qu'il s'agit d'atteinte à des libertés essentielles. Donc ils ont violé ma correspondance, ils ont violé tout, le secret de l'avocat. Au fond, je le dis tranquillement, ils ont utilisé contre moi des procédés de voyous. Et on peut s'étonner que des gens qui prétendent combattre les voyous utilisent les mêmes méthodes que les voyous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me reprocher? D'avoir dit ce que je dis toujours. Écoutez, s'il y a mise en examen, alors, est-ce qu'on peut dire je vais vous dire, preuves, vous avez observé, vous observez les faits divers, vous avez l'actualité judiciaire, Oui. Guadeloupéen qui a volé Guadeloupéen, Guadeloupéen qui a blessé Guadeloupéen, Guadeloupéen qui a tué Guadeloupéen, Guadeloupéen qui a vendu drogue pour Guadeloupéen. Est-ce que ça vous semble représentatif de la société aujourd'hui en Guadeloupe? Quand vous regardez la population carcérale, elle est unicolore. Quand vous regardez la composition des tribunaux, unicolore. Moi, je suis frappé par une chose, et ça, je suis blessé quand je vois ça. Je revois des gendarmes qui emmènent des Guadeloupéens enchaînés, qui sont jugés par des magistrats. On les ramène ensuite à la prison de Bémao pour de confier à des nègres le soin de les garder. Voilà l'image que j'ai, moi, globalement, du système. Eh bien, peut-être que j'ai tort de dire ça. Donc c'est ça qui pourrait expliquer toutes les pressions que vous subissez aujourd'hui. Ah, ben que je sois une voix discordante, et une voix discordante, une grande gueule, et qui peut être une gueule qui porte. Je fais un peu tâche dans le paysage, quand même. Je fais un peu tâche dans le paysage parce que je suis celui qui parle de choses que beaucoup de gens savent, et qu'ils taisent. Je suis au courant de ce nombre de scandales judiciaires, c'est pas de ma faute. Si je suis répertorié pour les Guadeloupéens parmi ceux qui sont indépendants et à qui on peut confier des dossiers délicats. En tout cas, des informations délicates. Et c'est comme ça que je sais ce que on peut retrouver dans un certain nombre de dossiers. J'ai parlé dans ma déclaration récemment publiée de scandales. Il s'agit tout simplement de signalement de l'inspection du travail concernant les manipulations de directeurs des fonctions publiques, des finances publiques, qui employaient une personne sur fonds privés pour exécuter des tâches du service public. Et cette affaire a été tout simplement mise sous le boisseau par le procureur de la République de Basse-Terre. Ça, j'attends tranquillement qu'on vienne me chercher Noise et on découvrira que j'ai la ressource. J'ai parlé également de diverses affaires qui concernent des magistrats, pour lesquels il eût été logique que le procureur général en sollicite la délocalisation. Il n'en a rien été. Elle-même est visée par une information judiciaire pour corruption passive.
Il en est de même du procureur de la République de Pointe-à-Pitre, du procureur de la République de Basse-Terre, de l'ancienne présidente de la Chambre d'appel correctionnelle, de plusieurs magistrats de la Chambre d'appel et de magistrats du siège de Pointe-à-Pitre. Et ces gens-là ne voient pas leur affaire dépaysée, mais au contraire, gardée sous la main par le procureur général. Alors, soyons bien clairs, il y a une information judiciaire, ça veut dire qu'il y a un magistrat qui instruit la charge à décharge. Je ne suis pas en train de vous expliquer qu'ils sont coupables. Je suis en train de vous expliquer qu'ils sont poursuivis. Et ils sont poursuivis, mais pour eux, on ne délocalise pas. Alors qu'au Pogny-Rolep, on délocalise. Hein. Il y a deux poids, deux mesures, ce qui est assez conforme à la nature du système judiciaire, hein, où je n'hésite pas, vous avez observé que j'emploie rarement un mot pour un autre, je parle de racialisation du système judiciaire. Nous sommes bel et bien dans un état d'apartheid. Ah ben d'abord, juridiquement, parce que 2016, elle n'est pas prescrite. Hein, la prescription juillet de 6 ans, donc elle n'est pas prescrite. Donc il est à la discrétion du procureur de la République de relancer, à la discrétion du juge d'instruction, de faire tous actes qu'il juge bon. Mais il n'est pas inutile d'observer qu'en 5 années, je n'ai jamais été convoqué, je n'ai jamais été entendu, je n'ai jamais été confronté. Et là, on me convoque pour me mettre en examen. 5 ans après. À aucun moment, je n'ai eu... entendu, à aucun moment vous n'avez été convoqué, ne serait-ce pour une garde à vue ou quelque chose comme ça, et là, directement, vous êtes convoqué au tribunal à Fort-de-France. Il est rare que des gens courageux utilisent des procédés lâches. Les procédés lâches sont l'apanage des gens lâches. Et on verra bien ce que me dira le juge le 23. Je n'irai pas le rencontrer en petit nègre tremblant. Hein, je vais le rencontrer en nègre debout. Et là, on verra bien ce qu'il décidera. Moi, de cette affaire-là, je sais peu de choses. Hein, je sais ce que ceux qui ont pu voir le dossier rapidement m'en ont dit. Si on ne m'a pas convoqué, on ne m'a pas entendu, on ne m'a pas confronté, c'est parce qu'on sait que ce n'est pas très sérieux. Mais peu importe. Vous savez, lorsque le juge prend une décision, il rend une ordonnance, vous placez ce contrat judiciaire avec tel ou tel examen, telle ou telle obligation, vous pouvez toujours faire appel devant la chambre d'instruction. En attendant, vous êtes pris 2 mois ou 3 mois d'interdiction d'exercer dans les dents, et c'est ce qu'on vise. Et c'est sûr qu'ils espèrent qu'à mon âge, au bout de 3 ou 4 mois d'interdiction d'exercer, que je ne reviendrai pas. Mais je ne suis pas sûr qu'ils gagneront, parce que je ne sois pas avocat. Parce que j'aurai au moins une satisfaction, vous savez, si je suis interdit d'exercer. J'aurai retrouvé ma liberté totale d'expression. Et ça sera dans la rue. Je crois que la justice est en train de dire ce qu'elle est. Et je vous laisse deviner l'opinion que je peux en avoir. On va voir comment les choses vont se développer dans le temps, mais je crains que l'attaque portée contre moi ne soit tout simplement le signe de grand affaiblissement de la profession. Alors, à mon âge, ça prête beaucoup moins de sa conséquence. Mais je suis inquiet pour mes jeunes confrères. Je suis inquiet pour mes jeunes confrères parce qu'il faut qu'ils sachent que demain, ils n'auront plus aucune liberté, qu'ils n'ont déjà pas. Je ne sais d'ailleurs pas s'ils la revendiquent cette liberté. Je ne sais d'ailleurs pas s'ils aspirent à cette liberté et que l'avocat ne sera même plus un auxiliaire de justice, il sera peut-être simplement un commis de justice. C'est hélas ce que l'on peut regretter, que ce soit cette conception qui triomphe et que l'avocat soit là pour gagner son petit argent et puis qu'on n'en parle plus du reste, quoi. Oh, je pense que la prochaine fois que je rencontrerai, ce sera au purgatoire. Et au purgatoire, je dirai des choses très très simples. Je lui dirai qu'il a mal fait son travail de préfet. Il a fait son travail de gouverneur comme il aura pu le faire. Et que moi, j'ai le sentiment d'avoir fait mon travail de militant, d'avocat, de défenseur guadeloupéen du mieux que j'ai pu. Et je lui dirai que la déloyauté qu'il a mise en œuvre contre moi ne lui sera certainement pas profitable au lieu où nous nous trouvons, c'est-à-dire au purgatoire. Et bon, voilà, maintenant, tout ce que je peux lui souhaiter, c'est de passer l'épreuve le plus heureusement possible. Mais j'ai des doutes quand même pour lui, j'ai des craintes pour lui.